Très bien, sage. On va commencer si vous le voulez bien. Je commence par l'appel. Patrick Floquet, présent. François Rose. Présent. Karine Farge. Présent. Jean-Pierre Yetna. Présent. Marie-Noëlle Flotterer. Mourad Azi a donné pouvoir à Bakhta Maïch. Madame Bakhta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Benatar. Monsieur Martin Hervé m'a donné pouvoir. Monsieur Albert Blondel a donné pouvoir à Bernard Laborde. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Egas Patricia a donné pouvoir à Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Bernard Narboni. Monsieur Bernard Laborde. Madame Francine Cancel a donné pouvoir à Madame Jacqueline Rago. Monsieur Loussen Almazouzi. Présent. Madame Maha Gulfraz a donné pouvoir à Monsieur Loussen Almazouzi. Madame Loga Vicente. Monsieur Selva Malé va arriver, mais a donné pouvoir en attendant à Madame Vicente Loga. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascal Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Raouf Baka, absent. Madame Jennifer Bonino. Monsieur Laurent Poulot, absent. Et Monsieur Franck Capmarty. Et Madame Barbara Zélis est absente. Donc 22 présents, 7 pouvoirs et 4 absents. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que la séance du conseil municipal est donc retransmise en direct sur le Facebook de la ville. Je vais donc désigner maintenant le secrétaire de séance. Alors, le secrétaire de séance, c'était M. Alain Bocara, il n'est pas là. Donc, la suivante est Mme Jennifer Bonino. Vous acceptez ? Très bien, merci, pas d'objection. Donc, on l'accepte tous. Alors, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, en premier point, l'approbation du procès-verbal du 9 juin 2023. Avez-vous des remarques ? C'était celui sur les grands électeurs. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, après, le point 2, c'est le procès-verbal du 5 juillet 2023. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? J'ai pas d'ordre du jour. Non, j'ai pas d'ordre du jour. Alors, s'il n'y a pas de remarques, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 3, c'est l'opération de mise en accessibilité de l'arrêt de bus Berthaud, ligne 37, et déplacement en amont de celui-ci. Le rapporteur est M. Jean-Luc Leroy. Oui, merci Monsieur le maire, mais petite question, j'étais sur le rapport numéro 3, oui. Est-ce bien ça? D'accord, je vous prie de m'excuser, j'ai pas suivi, excusez-moi. Ok. Alors, opération de mise accessibilité de l'arrêt du bus Berthaud, ligne 37 et déplacement en amont de celui-ci. En 2014, les obligations de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs issus de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 ont été adaptées de manière à faire bénéficier d'un délai supplémentaire les autorités organisatrices de transport et les gestionnaires de voirie qui n'auraient pas atteint les objectifs fixés à échéance 2015. L'arrêt Berthaud de la ligne 37 pose actuellement un réel problème de voisinage compte tenu de sa proximité étroite avec un pavillon et engendre des altérations entre les voyageurs et les riverains.
Pour ces motifs, et avec l'accord de l'Île-de-France Mobilité, suite à 2 visites sur site, cet arrêt de bus sera déplacé de 80 mètres en amont de l'arrêt actuel. Ce déplacement va augmenter un coût estimatif de travaux de 25 159,40 € hors taxe. Île-de-France Mobilité, autorité organisatrice du transport en Île-de-France, subventionne à hauteur de 70% les travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus, sous réserve de la conformité du projet avec son cahier de référence technique. La commune sollicite donc une subvention auprès d'Île-de-France Mobilité pour un montant de 70% du coût des travaux, soit 17 611,58 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le déplacement de l'arrêt du bus Berthaud de la ligne 37 de 80 mètres en amont de l'arrêt actuel et d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention auprès d'Île-de-France Mobilité de 70% du montant estimatif des travaux. Avez-vous des questions sur ce déplacement de l'arrêt de bus 1537 ? Juste pour comprendre ce qui va être fait, parce que c'est juste un coloriage, vous n'allez pas bloquer tout le trottoir, c'est vraiment que la partie du véhicule qui va être aménagée. On recule l'arrêt, on recule également le panneau qui indique les horaires des bus. Alors c'est favorable parce que bon, il n'y aura pas les nuisances de ce pavillon, il ne sera pas devant l'allée des vergers, il ne sera pas non plus sur la sortie de la copropriété qui est en face. Donc il sera mieux placé et il gênera moins la circulation. Donc c'est juste 2 places de stationnement qui vont disparaître. Ah, il n'y a que 2 places de stationnement qui vont s'en aller. Il n'y a pas besoin peut-être de 3. Enfin. D'autres questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 4, instauration d'un périmètre de prise en considération de projet, le PPCP, et instauration d'un sursis à statuer sur ce secteur. Et bien évidemment, c'est François Rose qui va nous faire l'exposé. Merci, monsieur le maire. Le PLU de la commune de Montmagny a été adopté le 21 décembre 2006, puis révisé les 20 décembre 2007, 5 novembre 2009, 28 juin 2012, 28 février 2013, 13 décembre 2018 et enfin le 16 juillet 2020. La révision simplifiée a été approuvée le 3 juillet 2008, puis le 28 novembre 2013. Il a également été mis en compatibilité avec la déclaration d'utilité publique liée à la suppression du PN4 le 27 juin 2022, puis mise à jour le 6 juin 2023. Par arrêté du 1er août 2022, la commune de Montmagny a prescrit la procédure de modification numéro 7 du plan local d'urbanisme afin d'actualiser et d'affiner le règlement des documents graphiques. Depuis, la municipalité a constaté un nombre croissant d'opérations de construction immobilière dans la commune. Cette dynamique constructive n'est pas sans conséquence sur le développement urbain du territoire et l'occupation des parkings publics, les capacités des équipements publics existants, ainsi que pour le cadre de vie. La commune souhaite donc définir et mettre en œuvre un projet urbain mettant en place une stratégie d'identification adaptée en cohérence avec le paysage urbain, visant à préserver le patrimoine, améliorer l'espace public, tout en respectant l'échelle et la qualité du tissu urbain existant et en préservant le cadre de vie de la commune. La commune compte donc réaliser des études afin de mettre en œuvre un projet urbain adapté, notamment sur la portion de la rue d'Épinay, allant de la rue Jean Missou au nord jusqu'à la rue Achille Viez au sud, qui est tout particulièrement soumise à une forte pression foncière. Donc vous avez eu dans votre dossier un plan, le même qui est affiché actuellement sur le mur. Donc vous avez une connaissance parfaite du périmètre que nous souhaitons retenir. Les objectifs visés par le projet urbain du secteur consisteront à identifier et sauvegarder le patrimoine bâti, paysager et écologique, encadrer le développement et le renouvellement urbain afin d'intégrer les opérations dans le tissu existant, contribuer à mettre en œuvre la politique locale de l'habitat et les obligations en matière de logements sociaux au regard de la loi SRU.
déterminer les besoins liés aux futures constructions de logements, notamment en termes d'espace public et de services publics. Compte tenu de ce contexte, dans l'attente de l'approbation de la modification numéro 7 du plan local d'urbanisme et de la mise en œuvre de la révision générale de celui-ci à venir, donc nous verrons ce point au point numéro 5 de l'ordre du jour, permettant de garantir une évolution des tissus urbains plus adaptés à la morphologie du quartier et à ses intérêts paysagers, il est proposé, afin de mettre en œuvre un projet de développement urbain le plus qualitatif possible, d'instaurer un périmètre de prise en considération du projet sur le dit quartier, suivant le périmètre joint en annexe de la présente délibération. Conformément à l'article L. 428-1 du Code de l'urbanisme, l'instauration de ce périmètre permet de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant les travaux, construction ou installation à réaliser sur les terrains devant être compris dans cette opération. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. La décision prise en considération cesse de produire ses effets si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux et des réalisations de l'opération d'aménagement n'a pas été envisagée. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'instauration d'un périmètre de prise en considération pour la rue d'Épinay selon les périmètres définis et décidés en application de la procédure de sursis à statuer à toute demande d'autorisation de travaux, construction ou installation à l'intérieur du dit périmètre. Donc vous pouviez télécharger ou consulter sur le club de la mairie ce document. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et on a le plan à l'écran. Donc il faut savoir quand même que sur la rue d'Épinay, à titre d'exemple, nous avons des promoteurs qui ont cherché à acheter 3 ou 4 pavillons dans le but à terme de raser ces pavillons et pouvoir construire un immeuble collectif. Nous avons un exemple qui lui s'est réalisé, parce que ça, là je vous parle d'un projet, ce projet-là d'abord n'est pas unique, mais on a eu un projet qui s'est réalisé, vous aviez une belle maison sur la rue d'Épinay, un promoteur à Lila l'a racheté, a rasé la maison et a construit une vingtaine de logements. Donc le but de la délibération que nous prenons ce soir, c'est d'essayer d'éviter que ce genre de choses soit réédité. Merci François. Oui, c'est pour reprendre un petit peu la main sur les promoteurs, puisque même ils vont voir donc les Manimontois, ils discutent avec eux, on n'est même pas au courant. Des fois, bon, on le sait par les Manimontois qui nous le disent. Des fois, ils disent même qu'ils viennent avec l'accord de la mairie, ce qui est faux. Et donc, on n'a absolument pas la main sur tous ces projets. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente cette délibération. Oui, comme le dit M. le maire, ils disent qu'ils viennent avec l'accord de la mairie, mais en plus, ils l'écrivent. J'ai vu des courriers de promoteurs qui écrivent dedans « on vous démarche avec l'accord de la mairie ». Et M. le maire, on n'est même pas au courant. On ne citera pas son nom, il commence par un I. On ne citera pas son nom parce qu'on a... J'allais dire si, citer son nom. Enfin, il y a peut-être il commence par un I. Peut-être une action à lancer, quelque chose. Il commence par un I. Ah. C'est brûler les ailes avec... Non, c'est ça? C'est pas lui? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez vu juste, M. Mention, il s'est brûlé les ailes. Pas tout à fait quand même, parce que ça ne s'écrit pas tout à fait. Pas d'autres questions sur ce point qui est important? Ah non, c'est à toi. Parce que bon, c'est difficile de tout accepter. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 5.
prescription de la révision générale du plan local d'urbanisme, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. François Rose. Merci beaucoup. Le plan local d'urbanisme est un document de planification stratégique et réglementaire exprimant sur le territoire de la commune le projet de la collectivité en matière de développement économique, social, d'habitat, de services, de développement de mobilité, d'environnement et d'urbanisme. Alors, je vais vous faire grâce des deux paragraphes suivants, parce que je les ai lus comme étant les deux premiers paragraphes du rapport numéro 4, et je vais passer directement à la suite. La révision générale du PLU doit concourir à la rédaction d'un document stratégique traduisant le projet de territoire de la commune pour les 10 à 15 prochaines années. Cette révision s'inscrit dans le cadre d'un développement durable de territoire et fixe les modalités de mise en œuvre du dit projet, dont le PADD qui en sera la pierre angulaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 153-31 du Code de l'urbanisme, il apparaît nécessaire de mettre en révision le PLU pour 3 raisons majeures qui impactent significativement les orientations définies par le PADD. L'inadaptation du PLU en vigueur au niveau des enjeux de territoire, attractivité économique du territoire, les nouvelles dynamiques du marché foncier et immobilier nécessitant de mieux orienter, encadrer les opérations de développement urbain en lieu avec la capacité des équipements publics, la prise en compte des grands projets d'équipement et de desserte. Deuxièmement, la volonté municipale d'adopter une nouvelle vision de l'aménagement de territoire fondée sur la qualité urbaine et architecturale en redéfinissant, en lien avec les services de l'État, le périmètre de protection de 500 mètres autour de la chapelle Sainte-Thérèse. Troisièmement, la nécessité d'intégrer les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis son élaboration. La décision de révision générale du PLU a donc été prise au regard des enjeux urbains, patrimoniaux, économiques, sociaux et environnementaux auxquels la commune de Montmagny se trouve désormais confrontée. Il est à noter que la procédure de révision est régie par le Code de l'urbanisme aux articles L. 121.1 et suivants du dit Code et aux articles R. 153.1 et suivants, ainsi qu'aux articles L. 303.2 relatifs à la concertation. Le lancement de la procédure de révision générale répond au souhait de la commune de Montmagny, compétente en matière de PLU, de permettre une meilleure lisibilité, compréhension et cohérence de son PLU. Ainsi, consciente des enjeux de son territoire et de la portée transversale de ce document opérationnel, la municipalité engage la révision générale du PLU suivant les objectifs suivants. D'une manière générale, tout d'abord, adopter des orientations et des dispositions graphiques et réglementaires du PLU aux nouvelles lois en vigueur. En second lieu, poursuivre la mise en compatibilité du PLU avec les documents supracommunaux, SDRIF, plan de déplacement urbain de l'Île-de-France, programme local de l'habitat intercommunal de la CAPV, plan de protection de l'atmosphère en Île-de-France, plan climat, air, énergie territoriale intercommunale de la CAPV. Il est en cours d'adoption ce dernier d'ailleurs. Ensuite, définir au regard des prévisions démagogiques, non, démographiques, c'est mieux, et socio-économiques, les besoins de la commune en matière de logement, d'équipements publics, de transport et de mobilité durable et de services à la population. Maintenir les seuils obligatoires de 25% des logements sociaux sur le territoire. Ensuite, élaborer un nouveau PADD adapté aux spécificités du territoire. Celui-ci devra être en lien avec les enjeux identifiés dans les orientations urbaines, environnementales et économiques qui seront à définir. Et enfin, actualiser les emplacements réservés et les servitudes d'utilité publique. 5 grands objectifs peuvent s'y ajouter. Assurer la transition écologique et préserver les ressources naturelles, protéger les espaces de nature et les continuités écologiques en limitant l'étalement urbain, planifier un développement raisonné et économe en consommation de l'espace, promouvoir des opérations d'aménagement durable et les éco-constructions aux différentes échelles de la ville, lutter contre les émissions des gaz à effet de serre et le changement climatique en liant la mobilité aux projets urbains, en améliorant les modes de circulation automobile, en créant des liaisons douces dans un souci de développement durable. Préserver les cônes de vue, notamment sur le parc régional de la Butte-Pinson.
En deuxième objectif, préserver le patrimoine bâti existant. Donc ça consiste à limiter l'intensification urbaine dans le centre ancien et mieux encadrer l'urbanisation du tissu pavillonnaire en maîtrisant la densification parfois anarchique observée. Encadrer et maîtriser l'offre de logement en favorisant la mixité sociale en cas de construction, de réhabilitation ou de changement de destination. Redéfinir en lien avec les services de l'État le périmètre de protection de 500 mètres autour de la chapelle Sainte-Thérèse. Le troisième objectif, c'est améliorer les déplacements sur le territoire. Donc améliorer l'intermodalité et le maillage des moyens de transport. Encourager le développement de modes alternatifs de déplacement. Faciliter et fluidifier les déplacements. Optimiser la question du stationnement. En quatrième objectif, renforcer la qualité du cadre de vie. Valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel, urbain, architectural et paysager en adaptant les règles du PLU. Favoriser le rayonnement économique et l'attractivité de la commune et améliorer le tissu commercial et notamment de proximité. Résorber l'habitat indigne et lutter contre la précarité énergétique. Requalifier les espaces publics. Et enfin, pour le cinquième objectif, mettre en place les orientations d'aménagement et de programmation, notamment sur les projets structurants de la collectivité. Mettre en œuvre le projet de parc national de la Butte-Pinson, mettre en œuvre le projet de ZAC de la Plante des Champs, poursuivre l'accompagnement de la CAPV dans le développement des zones d'activité économique présentes sur la commune, parc technologique de Montmagny et dans les Trois-Cornets que vous voyez actuellement en travaux, voire pour tout l'autre secteur de la commune dont la requalification est en cours de réflexion. La liste des objectifs de la révision du PLU pourra être complétée au fur et à mesure des études préalables à sa révision et à la suite de la concertation qui sera menée. Il est rappelé que conformément à l'article L. 153-11 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente pourra décider de surseoir à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 424-1 sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu'aura eu lieu le débat dans les orientations générales du PADD. La délibération qui prescrit la révision du plan local d'urbanisme doit également préciser les modalités de concertation préalables. Afin d'associer les habitants, les associations et les acteurs concernés au devenir de leur ville, une concertation sera organisée par la commune tout au long du déroulement de l'étude et jusqu'à l'arrêt du projet, à des moments spécifiques dédiés. Cette concertation a pour objectif d'informer le public et de lui offrir la faculté de donner son avis en amont, à un stade où le document est essentiellement défini par ses objectifs et est encore en phase d'élaboration. Il s'agit de débattre de l'opportunité, des objectifs et des orientations principales du document d'urbanisme, de ses enjeux et de ses impacts significatifs sur l'environnement, le patrimoine et l'aménagement du territoire. Les modalités prévues sont les suivantes. Mise à disposition du public durant toute la phase de concertation des éléments d'étude tels que la synthèse du diagnostic du PADD et autres supports de communication sur le site internet du Centre technique municipal du 7 rue de Montmorency à Montmagny aux jours et heures ouvrables. Mise à disposition du public d'un registre spécifique durant toute la phase de la concertation jusqu'à l'arrêt du projet d'élaboration par le conseil municipal au centre technique municipal à la même adresse et aux mêmes heures que je vous ai indiquées précédemment. Possibilité pour le public de faire parvenir ses observations sur l'adresse mail service-urbanisme@ville-montmagny.fr ou de les faire parvenir par courrier à Monsieur le maire, 10 rue du 11 novembre, à 95 360 Montmagny. Organisation d'au moins une réunion avec les acteurs locaux qui pourra prendre la forme d'un atelier de concertation pour présenter le PADD, les enjeux du PLU et permettre ainsi sa rédaction. Organisation d'au moins 2 réunions publiques au moment de l'élaboration du PLU et avant l'arrêt du projet. Celles-ci permettront aux administrés de s'exprimer sur les orientations choisies par la municipalité. L'organisation quant aux différentes étapes du projet sur le site internet de la ville, journal municipal de Montmagny, les réseaux sociaux et les panneaux lumineux. La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation qui s'avérerait nécessaire.
En conséquence, on demande au conseil municipal de prescrire, d'approuver, approuver. Je ne vous fais pas la liste. On se réfère à un bon nombre de codes, de lois, de décrets et de textes tels que le SDRIF et autres. Et on vous demande donc, si vous voulez bien, approuver cette présente délibération. Avez-vous des questions? Monsieur Capmarty. Oui, les points de vue sont peut-être intéressants, si vous voulez, les objectifs. Moi j'ai lu tout ça, il n'y a rien de concret. Le concret va venir. Le concret va venir. Là, pour le moment, on dit qu'on lance. On vous dit qu'on va. C'est les grandes lignes. Dans le cadre de l'établissement du PADD, il y aura 2 réunions publiques. Vous pourrez consulter les documents sur le site de la ville, etc. Oui. etc. Pour le moment, je dirais qu'avant de produire quelques documents que ce soit, il convient de lancer l'opération. Parce que si aujourd'hui, la majorité du conseil municipal nous dit on ne lance rien, on ne va pas se fatiguer à sortir des documents. Ou si on l'a déjà fait avant de faire la concertation, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, j'ai lu, il y a des choses qui m'ont un peu, je n'ai pas compris. Préserver les cônes de vue, notamment sur le projet du parc naturel de la butte Pinson. Les cônes de vue, c'est quoi? C'est les points de vue? Oui, c'est cela. Ça permet, par exemple, ça évite par exemple, il y a 2 possibilités sur les cônes de vue qui me viennent à l'esprit. Il y a effectivement la butte Pinson, mais il y a aussi, et on en parle à un autre emplacement dans le projet de délibération, c'est la vision que l'on peut avoir de la chapelle Sainte-Thérèse. Par exemple, quand vous êtes sur le pont des 3 communes, vous avez un cône de vue sur le clocher de l'église Sainte-Thérèse. Si on vous construit un immeuble de 15 étages dans l'axe de ce cône de vue, vous ne le voyez plus. Donc c'est ce genre de choses qu'on doit préserver. Il en est de même, par exemple, si on construisait près du stade Grimaud une tour, je pense que ça vous masquerait un peu la butte Pinson, alors qu'aujourd'hui on est en train d'essayer avec Île-de-France Nature de faire une nouvelle entrée de la butte Pinson sur la rue de Villetaneuse, afin que les habitants de Montmagny puissent y accéder plus facilement, y compris en arrivant par la rue Pelletier et en traversant les terrains qui sont propriétés de l'agence des espaces, enfin Île-de-France Nature, et qui jouxtent le stade Grimaud. Donc il serait dommage de masquer ces cônes de vue par des constructions inadéquates. Oui, d'accord. Et pour le parc de la butte Pinson, quelle décision peut-on avoir devant la région? C'est la région, ça. Donc oui. Nous, qu'est-ce qu'on peut... On a une influence? C'est-à-dire qu'on peut essayer d'éviter de le masquer par ce que je viens de dire tout à l'heure. Par contre, il est vrai que nous travaillons régulièrement avec... je vais dire encore l'agence des espaces verts. Île-de-France Nature. Et c'est vrai que ce sont des partenaires très compliqués qui, des fois, ne sont pas toujours très à l'écoute de ce que l'on peut dire. Mais par contre, on s'acharne à essayer de leur expliquer nos souhaits pour essayer qu'ils adaptent au mieux le parc en question. Bon, je suis déçu par une de mes remarques que j'avais fait il y a quelque temps. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus ce soir, mais je l'avais exprimé dans cette salle avec eux, et puis après, ils n'en ont fait qu'à leur tête, parce qu'ils étaient dans, soi-disant, leur parc, et que les techniciens savaient mieux ce qui était bon pour la ville de Montmagny que moi-même. D'accord. Alors, vous parlez aussi de requalifier l'espace public. Est-ce que vous comptez replanter des arbres là où ils ont été abattus, et en particulier dans les parkings publics? Si vous me demandez si on est prêt à mettre des arbres, enfin, si vous me demandez si on est prêt à mettre des arbres actuellement sur le parking qui se situe en face de la mairie de Montmagny, je vous dirais que non. Par contre, il y a des possibilités de planter des arbres dans d'autres endroits pour créer des espaces verts et pour créer, et notamment, était inscrit au budget 2023 15 000 € de plantation pour des arbres qui ont été d'ailleurs, sous réserve de ce qu'en pense Jean-Luc, à ma connaissance, ils ont été plantés. Donc je dirais que nous avons une politique de replanter des arbres haute tige chaque année. On inscrit à peu près le même montant chaque année et on s'évertue de maintenir cette
disposition pour l'avenir. Mais je ne vous promettrai jamais de dire qu'on va replanter des arbres en face, parce que ces arbres ne vivront pas, subiront les pare-chocs des voitures qui vont se garer pour aller dans les différents commerces. Et si on supprime le parking pour mettre des arbres, c'est les différents commerces qui vont mourir. Donc il y a un choix à faire par moment, et notre choix, c'est de donner toutes les possibilités aux commerces au peu de commerces que nous avons dans le centre-ville, de vivre au mieux en n'empêchant pas le stationnement. D'ailleurs, on peut se rendre compte que l'ancien centre-ville, où il n'y avait pas de stationnement, les commerces fermaient les uns après les autres, alors qu'aujourd'hui, nous avons un centre-ville qui a été inauguré il y a combien, 8-10 ans, les commerces se sont installés et ils sont toujours là. Et je préfère les trottoirs plats pour circuler. Avenue Mérossi-Troyot, vous ne comptez pas remettre ça? Ils ont été abattus. Non, parce qu'on a, si vous voulez, fait un beau trottoir, des belles pistes cyclables. Si je mets des arbres, dans 5 ans, tout est déformé. Comme c'est le cas du Charles de Gaulle, comme c'est le cas du 8 mai, comme c'est le cas partout. Ça dépend de l'arbre qu'on plante. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça, sur la théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, tous les arbres ont des racines, et tous les arbres abîment les chaussées à proximité. Les arbres qui avaient été plantés à avenue Mérossi-Troyot, effectivement, ils avaient des racines qui se trimballaient horizontalement. Mais bon, il y a beaucoup d'arbres qui ont des racines qui vont verticalement, beaucoup plus. Donc ceux-là n'abîment pas. Et ça, c'est une réalité. Si vous voulez, maintenant, les trottoirs et les rues sont plantés avec ce type d'arbres. Je ne vois pas pourquoi. Parce que les rues sont plantées d'arbres. C'est vrai que dans les nouveaux quartiers, dans les nouvelles réalisations, beaucoup de rues sont de part et d'autre plantées d'arbres. Je ne peux pas vous retirer cette chose. Par contre, dans l'urbanisation déjà existante, généralement, il n'était pas prévu de pistes cyclables, il n'était pas toujours prévu de trottoirs. Bon, plus souvent quand même les trottoirs que les pistes cyclables. Ce qui fait que si on prend la rue Maurice-Utrillo, nous avons créé un trottoir et une piste cyclable, alors qu'il n'y avait rien avant, certes au détriment de quelques arbres. Ouais, c'est du béton, oui. Alors ensuite, pour l'écoquartier, la plante des champs, là, donc c'est 12 hectares, hein, je crois. C'est 12 hectares, 12 hectares, 10 construits et 2 parcs. Sur les 12, pardon ? 2 en parc naturel. Oui, donc sur 12 hectares, il y en a 10 de construction, donc en béton, et 2 de parc. Donc si on appelle ça de l'écoquartier, moi j'appelle pas ça de l'écoquartier. Sur un écoquartier, on préserve un peu plus quand même que ça, hein, la nature. Et là, sur les 12 hectares, excusez-moi, mais ça, bon, on en a déjà parlé. Hein, où est la qualité écologique là-dedans? Il n'y en a pas. Mais si, quand même, c'est dans la structuration du quartier, il faut voir le côté écologique, c'est-à-dire qu'on essaye d'imperméabiliser au minimum les terrains. Nous faisons en sorte que, à titre d'exemple, l'eau pluviale soit réceptionnée dans les noues pour qu'elle puisse être absorbée et non pas canalisée vers les égouts pour aller directement dans la Seine. Cela contribue à un côté écologique du quartier. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Capmarty. Le reste pour. Je vous remercie. Le point 6, c'est la prescription de l'élaboration du règlement local de publicité, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. Monsieur François Rose. Merci beaucoup. Un règlement local de publicité est un document de planification de l'affichage publicitaire et des enseignes et préenseignes. Il est l'expression du projet de la commune en la matière et l'outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers et les professionnels de l'affichage qui s'y réfèrent. Il répond à une volonté d'adapter le règlement national des spécificités du territoire. Il s'agit d'apporter notamment, grâce au zonage du règlement, une réponse adaptée au patrimoine architectural, paysager et naturel qu'il convient de protéger. L'adoption du RLP
conduit à transférer le pouvoir de police et d'instruction des dossiers de demande d'autorisation de pose d'enseignes, préenseignes et de publicité du préfet vers le maire, agissant au nom de la commune. Le RLP peut permettre de réduire les formats, interdire certains dispositifs, prévoir une réglementation de densité spécifique ou encore prévoir des prescriptions esthétiques. Le droit de la publicité extérieure a été réformé notamment par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, et par le décret du 9 juillet 2013 portant diverses modifications du Code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Pour rappel, le préfet du Val d'Oise avait institué un règlement intercommunal de publicité sur les territoires des communes de Groslay et de Montmagny en date du 4 juillet 1997. Ce règlement est dit de première génération car il est intervenu avant la publication de la loi Grenelle II. Conformément aux dispositions de l'article L581-14-3 du Code de l'environnement, il est devenu caduc à la date du 14 juillet 2021. La procédure d'élaboration, de révision et de modification du RLP est dorénavant analogue à la procédure d'élaboration, de révision et de modification du PLU. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le propose le même jour. La compétence du PLUI n'a pas été transférée à la communauté d'agglomération. Par conséquent, la commune demeure compétente en matière de PLU. L'élaboration du RLP est donc conduite par la commune. L'élaboration du RLP a pour but de préserver le cadre de vie des Manimontois, de se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires liées à l'application de la loi Grenelle II, qui permettent de mieux réglementer la pose de ces dispositifs. Il contribuera par conséquent à obtenir un affichage de qualité et accompagner plus efficacement les porteurs de projets. La procédure, calquée sur celle du PLU, prévoit une concertation pendant toute la durée de l'étude. Celle-ci se traduira par au minimum une réunion publique, des articles dans des supports papier et numériques communaux et la mise à disposition d'un registre d'observation. La consultation des personnes publiques associées est également obligatoire. Je ne vous en fais pas la liste. Le projet de RLP sera soumis à l'enquête publique, puis, après modification éventuelle, le conseil municipal délibérera pour l'approuver après avoir tiré le bilan de la concertation publique. Le futur RLP, à l'image du PLU, devra être composé d'un rapport de présentation, d'un règlement et d'annexes. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L153-11 du Code de l'urbanisme, il s'agit de préciser les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. Il est proposé de fixer les objectifs suivants. Mettre le RLP en conformité avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire. Contribuer à la revalorisation du territoire communal, nécessitant une attention particulière et par son patrimoine bâti inscrit dans la liste des monuments historiques. De prendre en considération le projet de ZAC de la Plante des Champs, dans lequel de nouvelles constructions de logements et d'activités sont prévues, avec le réaménagement de l'espace public, contribuant ainsi à une revalorisation du quartier dans son ensemble. Prendre en considération les trames vertes, bleues, marron et noires présentes sur le territoire et participer à la mise en valeur des espaces naturels. Réduire la pollution visuelle, participer aux dynamiques de tissu économique du territoire tout en améliorant le cadre de vie des Manimontois et la qualité du paysage. La liste des objectifs liés à l'élaboration du RLP pourra être complétée au fur et à mesure des études préalables et à la suite de la concertation qui sera menée. Afin d'associer les habitants, les associations et les acteurs concernés au devenir de leur ville, une concertation sera organisée par la ville tout au long du déroulement de l'étude, jusqu'à l'arrêt du projet, à des moments spécifiques dédiés. Cette concertation a pour objectif d'informer le public et de lui offrir la faculté de donner son avis en amont, à un stade où le document est essentiellement défini par ses objectifs et est encore en phase d'élaboration. Il s'agit de débattre de l'opportunité des objectifs et des orientations principales du document, de ses enjeux et de ses impacts significatifs sur l'environnement, le patrimoine et le cadre de vie.
Les modalités prévues sont les suivantes. Mise à disposition du public durant la phase de concertation des éléments d'étude tels que la synthèse du diagnostic et le projet de règlement et de zonage et autres supports de communication sur le site du centre technique municipal, toujours 7 rue de Montmorency à Montmagny, aux heures que j'avais indiquées tout à l'heure. Mise à disposition du public d'un registre d'observation durant toute la phase de concertation jusqu'à l'arrêt du projet d'élaboration par le conseil municipal, au centre technique, toujours à la même adresse et toujours aux mêmes heures. Possibilité pour le public de faire parvenir des observations sur l'adresse mail qui est la même que j'avais indiquée tout à l'heure pour le PLU, ou de faire parvenir des courriers à monsieur le maire à la même adresse que j'avais indiquée tout à l'heure. Organisation d'au moins une réunion avec les acteurs plus locaux qui pourra prendre la forme d'un atelier de concertation pour présenter le projet de RLP, les enjeux de celui-ci et de permettre ainsi sa rédaction. Organisation d'au moins une réunion publique, celle-ci permettra aux administrés de s'exprimer sur les orientations choisies par la municipalité. Information quant aux différentes étapes du projet sur le site de la ville, le journal municipal de Montmagny, les réseaux sociaux et les panneaux lumineux. La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation qui s'avérait nécessaire. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, je ne vous fais pas la liste comme tout à l'heure pour le PLU, et il ne reste plus qu'à vous demander si vous avez des questions à poser. Oui, monsieur Cap-Marty, avec les anciens comme nous, qui étions là en 97, quand monsieur Vuillescaz avait proposé le règlement de publicité. Vous vous en souvenez plus? Je vous disais que nous sommes que tous les deux à se rappeler de 97, lorsque M. Vuillescaz vous avait présenté son rapport sur le premier règlement de publicité. Oui. Ah oui. J'avoue que c'est trop vieux pour moi. Ah, bah, dites. Ouais. Tout à fait. Des Oui. questions, M. Cap-Marty? Donc, il y a la même réflexion que pour le PLU concernant le soi-disant écoquartier, d'une part. Ensuite, je me suis posé des questions. Où trouve-t-on les trames vertes, bleues, marron et noires? J'ai pas trouvé, je suis désolé. C'est où? Alors, verte, c'est les espaces verts et autres. Bleu, c'est les cours d'eau. Marron, c'est les routes. C'est ça, et noir, c'est les routes, c'est ça? Non? Noir, c'est quoi? Le noir, c'est les espaces non lumineux. Ah, c'est les espaces non lumineux, le noir. C'est-à-dire que c'est noir que la nuit. D'accord, d'accord. Bien. Et puis, alors, il y a aussi pour la dernière, participer au dynamisme du tissu économique du territoire tout en améliorant le cadre de vie des Magny-Montois et la qualité du paysage. Alors, je pense que c'est dans ce cadre-là que Madame de Souza et sa famille ont été expulsés de la rue du Fleury et de son travail. Je pense que vous êtes hors débat. Oui, je pense que vous êtes hors sujet. Et d'autant plus que ça ne concerne pas la commune. Ben non, ça ne concerne pas la non, commune, puisque ça concerne la CAPV, d'une part. Et on ne va pas faire l'historique de la chose, je peux vous le faire, parce que moi je connais tout. D'autre part, on n'est pas sur de la publicité quand elle mettait ses torchons sur la clôture. Elle habite quand même la commune. On n'était commune. pas sur des enseignes. Elle habite quand même la commune, hein, et puis maintenant, elle n'a même pas eu de logement d'urgence, hein, avec ses trois mômes à la rue, sans boulot, et elle n'a pas eu de logement d'urgence, alors que quelquefois, ça s'est fait pour des choses, pour des motifs moindres, si je me souviens bien. Je pense que de toute façon, on est hors sujet, mais je voudrais quand même seulement rappeler une petite chose, c'est que ça fait plusieurs années qu'elle a touché une indemnisation pour déguerpir des lieux, qu'elle avait le temps de se retourner, qu'elle n'a pas déposé de dossier auprès des services sociaux de la mairie, qu'en conséquence, il faudra peut-être qu'elle s'en prenne à elle-même. Comme pour l'école d'Autre-Lame. L'école de quoi? Oui, mais bon, c'est encore hors sujet. Ah, j'avais oublié celle-là. Une préemption, hein, et ils ont touché de l'argent aussi. Non, pas encore. Bah non. Pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Pas encore, mais Je suis bon, pas sûr. Je pense que... Le jour où ils ne pourront plus faire d'immeubles, j'ai plus besoin de préempter. Le jour où ils ne pourront plus vendre l'emplacement pour faire une promotion immobilière, pour mettre les points sur les i et les barreautés, nous n'aurons plus besoin de préempter. Je n'ai jamais changé d'un iota.
parce que monsieur le maire, comme la majorité municipale, souhaite le maintien de cette école à cette place, et que nous sentions venir le vent d'une promotion immobilière en lieu et place de l'école. Et je peux vous dire que si cette école fermait, créer des classes supplémentaires dans les écoles publiques aurait certainement coûté plus de 200 000 euros. Ce qui est pas dit, Parce que 200 000 euros, c'est à peu près le coût d'une classe. ça a été contesté par l'Église, enfin, par le Bon, diocèse. je ne savais pas que vous étiez très attaché à la vie de l'Église. Vous avez des acquaintances avec Monseigneur. Un prétexte pour donner de l'argent. Mais je aurait n'aurais été pas mieux donné- à l'école Je publique. ne leur ai pas donné d'argent, j'ai évité le pire. Voilà. Bon. D'autres questions? Non. Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Non. Une abstention pour Ouais, M. je Cambarti. m'abstiens. Excusez-moi. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas, donc je m'abstiens. Vous n'avez pas vu lever la main, mais on aurait dû deviner que vous vous abstiendriez. Alors, le point 7, ce sont les décisions que j'ai prises entre les deux conseils. Le conseil donc du 5 juillet et celui-ci. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Je mets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, les informations. Une petite information, puisque chacun en ce moment est en train de recevoir sa taxe foncière. Donc je voudrais préciser que le montant global de la taxe foncière ne concerne pas la commune. Il n'y a donc que les deux premières colonnes de votre taxe foncière, commune et syndicat de communes, qui concernent la commune, et le taux de la commune qui est voté ici même en conseil municipal. Pour les autres colonnes, nous ne votons pas les taux et nous n'encaissons rien. Alors, les bases, comme chaque année, elles sont revalorisées pour tenir compte de l'inflation. Ce n'est pas nous qui le votons, l'augmentation, c'est l'Assemblée nationale. Et cette année, l'augmentation était de 7,1%. Au conseil municipal du 30 mars, nous avions voté des taux donc identiques aux années précédentes, donc sans augmentation, et ceci depuis plus de 15 ans. Contrairement à de nombreuses communes, je ne citerai pas Paris qui a augmenté son taux de 50%, ou Grenoble, l'écologiste, de 29%. Certes, peut-être que je ne communique pas assez sur la non-augmentation des taux à Montmagny, et cela depuis fort longtemps, comme je vous le disais. Cela représente bien évidemment un travail important de la part des élus et des chefs de service pour essayer de faire des économies et donc maintenir nos budgets et les services. Cela n'est pas simple, ça mérite d'être souligné, car nous ne sommes que 3 communes dans le Val d'Oise à ne pas avoir augmenté nos taux en 20 ans. Alors pourquoi? Nos dotations, pourquoi c'est pas simple? Parce que nos dotations et nos subventions de l'État sont constamment en train de diminuer. Par contre, nous avons des fortes augmentations, surtout cette année, au niveau des fluides, le gaz, l'électricité ou le carburant. Nous avons également des fortes augmentations, plus de 10% au niveau des denrées alimentaires. Il y a la hausse des coûts de construction pour les travaux d'investissement, et puis les nouvelles normes que le gouvernement met aux communes régulièrement et qui, bien évidemment, complexifient tout, mais également à un coût important. Alors, sans oublier également les transferts de charges de l'État vers les communes, bien évidemment qui ne sont pas suivis de compensation financière. Je ne parlerai que des effectifs de police nationale qui diminuent, et donc on est obligé d'augmenter nos effectifs de police municipale, on est obligé de mettre des caméras. Tout ça, bien évidemment, a un coût, et à Montmagny, nous le faisons donc à taux constant, ce qui est assez remarquable. Il y a également des choses qui me contrarient un peu plus, c'est le civisme des Manimontois, quand on jette beaucoup de choses par terre, quand on aime bien promener son chien et ne pas ramasser les crottes, quand on met des dépôts sauvages ou qu'on sort les encombrants le jour où on en a envie.
Bien évidemment, c'est ramassé, mais ce n'est pas neutre pour les finances de la commune, c'est bien regrettable. Alors cette année, très bonne initiative au niveau des impôts, puisqu'ils ont fait une petite note d'information que tout le monde recevra, pour expliquer qui augmente et qui n'augmente pas au niveau des communes les taux. Alors bien évidemment, vous pourrez découvrir que les taux à Montmagny sont identiques, bien évidemment, comme je viens de vous le dire. Mais c'est confirmé par le Trésor public, ce qui est quand même beaucoup mieux. Alors, bien évidemment, j'aurai l'occasion de répondre à des nombreuses questions, je suppose, lors de nos réunions de quartier que nous allons reprendre dès octobre. Et je ne serai absolument pas embarrassé pour répondre à toutes les questions que les Magny-Montois pourront me poser, puisque je suis assez fier, depuis 2002, de ne pas avoir augmenté le taux de la commune. Merci. Alors, vaut mieux le dire, parce qu'on peut lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pas pour ça que c'est vrai. Au niveau des questions orales, je n'ai pas reçu de questions orales dans les délais. Donc, il me reste à vous annoncer la date du prochain conseil municipal, qui sera le 5 octobre 2023, à remercier le public qui nous a suivis en direct ou dans la salle, à remercier les élus, principalement le service urbain avec François et Madame Da Silva, et il me reste à clore la séance et à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci. On est en train de se faire malmener. Hein.